Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de notre nouvelle série de podcasts d'Esquerre en partenariat avec l'AFDCC sur le thème le Credit Manager, l'acteur stratégique au cœur de ce processus commercial. Donc après avoir parlé la dernière fois du rôle du Credit Manager, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'analyse de la solvabilité des entreprises dès l'étape de prospection. Donc je suis accompagnée aujourd'hui de deux expertes dans le domaine, Diane Queneau de Saint-Sulpice, qui est directrice marché chez Credit Safe, et Catherine Blondeau-Siegel, qui est Sales Manager Order to Cash chez Esquerre. Bonjour à vous deux. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Alors première question pour toi Catherine, quelles sont selon toi donc les différentes étapes de la phase de prospection, la phase de qualification ? Alors, avant de parler de prospection, il va falloir avoir un support pour travailler cette prospection. Et en général, on va commencer à travailler d'abord sur un ciblage de prospects. Et en général, c'est une préqualification qui a lieu au niveau marketing. Donc, on va segmenter le potentiel de clients sur la base d'un certain nombre de critères spécifiques parce que lorsqu'on va créer cette base de prospects, on va s'inspirer fortement de l'analyse des clients qu'on a déjà en portefeuille et on va identifier des critères qui nous semblent discriminants pour créer cette base de prospects. Donc ça va être des critères de chiffre d'affaires, de taille d'effectifs, d'activité. Et dans ces critères, il est très important d'intégrer également des notions de santé financière parce que quel est l'intérêt pour une entreprise et plus particulièrement pour le commercial, d'aller prospecter, d'aller dépenser de l'énergie vers des prospects qui ont une santé financière chancelante et qui risquent de ne pas payer l'entreprise, voire qui risquent d'être complètement défaillants. Donc c'est important que lorsqu'on travaille en amont de la qualification ces bases de prospects, on intègre également des éléments de ciblage basés sur la santé financière de l'entreprise. Ça va être le résultat, ça va être le poids des dettes, ça va être le délai de règlement client. Il y a tout un tas d'indicateurs, la proportion des provisions par exemple, il y a tout un tas d'indicateurs qui peuvent nous aider à analyser et à pressentir quelle va être la qualité de ce client. Donc c'est une phase importante de filtrage et qui permet ensuite de donner au commercial une base de prospection avec des entités saines et pérennes. Diane, est-ce que tu souhaites ajouter justement des éléments suite aux propos de Catherine ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a ces deux grandes étapes, la qualification, le ciblage. On pourrait effectivement aussi envisager la troisième étape qui est le but ultime, c'est le closing. Donc on comprend bien que la qualification, c'est donc une étape pour évaluer s'il y a opportunité ou non pour récolter les informations nécessaires dont les entreprises ont besoin pour réussir leur processus de vente en fait. Donc il est nécessaire, voire indispensable, de disposer d'une base de données pour identifier et qualifier. Vient ensuite effectivement la segmentation pour cibler et aussi pour optimiser les actions commerciales, mais aussi marketing et de communication. Le tout étant en fait, pourquoi un ciblage et qu'il se doit de qualité, c'est pour à la fois gagner en temps humain et optimiser les budgets. Et une fois qu'on maîtrise bien ces étapes, on va également accroître la productivité et surtout assurer un retour sur investissement puisque c'est vraiment le KPI clé d'une action de prospection, c'est d'avoir un retour sur investissement. Donc encore, non seulement il faut que les entreprises, elles doivent en fait acquérir de la donnée pour construire leur référentiel, pour mener justement ces actions de prospection, mais il faut que les bases de données soient également, elles, enrichies, qu'elles puissent être en fait ce qu'on appelle profondes. Et comme l'a évoqué Catherine, c'est-à-dire une base de données profonde, c'est qu'elle va disposer de différentes catégories de données qui vont permettre justement de pouvoir segmenter et donc de cibler. Alors, juste pour redire un petit peu ces différentes catégories, on va pouvoir faire du ciblage sur de l'identitaire, du légal, du juridique, du financier et également même maintenant, on va pouvoir rajouter probablement de la réputation parce que là, encore une fois, pour mener une action de prospection, le tout, c'est de cibler les bons prospects et d'éviter de dépenser, on va dire, du temps humain et financier sur des prospects qui n'assureraient pas ce fameux ROI. Juste en synthèse, les entreprises, elles peuvent définir et piloter leur stratégie commerciale, marketing et communication, c'est-à-dire soutenir leur croissance organique, mais également un bon prospect, c'est aussi sécuriser leur développement, c'est cibler et analyser des entreprises qui pourraient accélérer également leur croissance externe et donc d'où l'intérêt de disposer de référentiels à jour et surtout enrichis. Voilà.
Et justement, en quoi les commerciaux peuvent avoir un lien avec le service de credit management? Alors, pour moi, on parle de complémentarité en fait entre ces 2 services, vraiment. D'ailleurs, on a énormément, parlé, de culture cash. Je pense que tout le monde a bien notion de cette complémentarité. Les commerciaux sont de véritables partenaires pour les credit managers et à l'inverse, en fait, le credit manager permet de rapprocher le commerce et la finance. Et en fait, si on regarde d'un point de vue des processus, c'est vrai que comme on l'a évoqué, une prospection préparée, ciblée et maîtrisée va permettre de limiter les impacts négatifs et les répercussions sur la finance, hein, et surtout sur la trésorerie. Là encore, on a besoin en fait d'évaluer et de détecter les bons prospects. Les données issues des bases de données, effectivement, comme les fournisseurs de données, vont permettre justement de faire ça et permettre de dire c'est qui ou c'est quoi le bon prospect en fait. C'est au travers de cette analyse des données qu'on va dire si oui ou non ce prospect est qualifié de bon prospect. À l'inverse, si la prospection n'est pas préparée, ciblée ni maîtrisée, c'est quoi le risque? Le risque, c'est de perte de temps, d'argent, dans la mesure où l'entreprise aura consacré du budget et elle aura à avoir même un risque de non-recouvrement d'une prestation livrée, où là encore, c'est pratiquement pire puisque pour livrer une prestation, l'entreprise va elle-même engager des fonds, hein, pour pouvoir, probablement, si elle doit sous-traiter pour pouvoir réaliser cette prestation. Donc là encore, le ROI ne serait absolument pas, assuré, ce qui impactera directement les résultats, financiers de l'entreprise. Donc ça prouve qu'effectivement une prospection doit être préparée, maîtrisée et ciblée. Voilà. C'est en ça, hein, qu'on peut voir comment le commerce est complémentaire de la finance, mais que peut en fait apporter le crédit manager au commerce au-delà du fait de recouvrer, à mon sens, une aide précieuse au niveau des actions commerciales, du ciblage et des actions marketing. Ça, c'est peut-être un petit peu une notion nouvelle parce que c'est vrai qu'on l'envisageait pas là, mais il y a comme un aller-retour, on va dire, hein, dans cette complémentarité, dans cet échange et dans ce travail que le commerce doit faire également avec le credit manager. Là, le credit manager peut tout à fait aussi apporter et contribuer et se rapprocher du marketing, à mon sens, puisque l'analyse des expériences que va faire le credit manager, hein, permettra en fait au credit manager d'être force de proposition dans la définition des cibles marketing. C'est la recherche de l'identification de ce que l'on pourrait appeler des look-alike, puisque lui-même peut tout à fait se dire qu'effectivement, le prospect qui a été ciblé était considéré comme un bon prospect, mais c'est réellement révélé comme étant un bon prospect, puisqu'il n'y a pas eu, par exemple, besoin de recouvrement ou le process de vente s'est très bien déroulé. Et pourquoi pas, justement, partager cette analyse avec le marketing pour essayer d'aller chercher ne serait-ce que des look-alike. Et le marketing se chargera du comment et du quoi, c'est-à-dire de comment il va atteindre ces look-alike, comment il va atteindre cette cible et avec quel message. Voilà. Alors, j'ajouterais peut-être que le credit management doit aussi travailler en étroite collaboration avec le commerce, dans la mesure où parfois aussi, lorsqu'on est en phase de négociation, entre les premières démarches de prospection et la négociation, il a pu se passer du temps et le prospect a pu se dégrader. Et ce qui est important, c'est que dès qu'on entre dans la phase de négociation du contrat, on ait déjà un aperçu à jour de la santé financière de l'entreprise parce qu'elle peut constituer aussi un élément de négociation, c'est-à-dire qu'on peut être en toute connaissance de cause de la qualité de notre prospect, on peut souhaiter continuer à parler avec lui et à vouloir contractualiser, mais peut-être que ça va constituer qu'une santé financière qui n'est pas très bonne et qu'un avis de notre credit management n'est pas très bon, ça va nous permettre peut-être de négocier des conditions financières ou des conditions de règlement adaptées à ce profil financier. Donc on a mis dans la base du ciblage effectivement une multitude de critères, notamment le critère financier et donc intégrer nos amis du credit management. Mais ce lien, cette relation avec le commerce va devoir perdurer tout le long du cycle de vente et même au-delà, puisque une fois qu'on a signé un contrat, il peut y avoir tout un tas de péripéties rencontrées par l'entreprise et c'est important que le commercial soit averti de toute dégradation de la qualité, d'une part des paiements, des règlements de l'entreprise, mais aussi du profil de la structure financière de l'entreprise pour qu'il puisse agir et qu'il puisse créer un relationnel qui améliore la résolution des éventuels ou qui prévient des éventuels décalages de règlement des factures. Donc vraiment, les commerciaux doivent travailler la main dans la main avec le credit management.
Et justement, Catherine, pourquoi il est nécessaire d'analyser la solvabilité des prospects et des clients aussi, avant même la signature du contrat? Bah, parce que clairement, le commercial, ça le touche, hein, parce qu'un prospect avec lequel, je vais signer, qui ne règle pas sa facture auprès de mon entreprise, eh bien, c'est pour moi, une reprise, de commission et donc je vais en être impactée. Donc bien entendu, le commercial est en premier chef impacté, par une éventuelle, défaillance ou d'éventuels décalages de règlement de la facture. Donc ça, c'est déjà un des principaux points. L'autre point et dont les commerciaux ont de plus en plus conscience, hein, puisque aujourd'hui, comme l'a mentionné Diane, hein, on parle beaucoup de culture cash et l'objectif, c'est que vraiment ce soit instillé à tous les niveaux de l'entreprise, à chaque service de l'entreprise. C'est qu'une entreprise qui n'est pas réglée de ses factures, eh ben, c'est une entreprise qui a moins de capacité d'investissement, qui va pouvoir moins se projeter dans l'avenir et assurer le développement de l'entreprise. Une entreprise qui a des problématiques de règlement et qui a des impayés, eh bien, ça a un impact sur son closing bilanciel, hein, c'est-à-dire que un impayé va impacter le chiffre d'affaires de l'entreprise puisqu'on va passer des provisions. Ça, c'est les DAF n'aiment pas trop ça en fin d'année, hein, parce que ça va dégréver le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, au-delà du fait que ça va impacter sa capacité d'investissement, bah, ça aussi, ça va impacter son bilan. Donc, bien sûr, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de culture cash, on partage énormément de KPI auprès de l'ensemble des collaborateurs, dont bien sûr la fonction commerciale, pour que les collaborateurs aient bien en tête cette problématique de trésorerie, de faire rentrer le cash le plus rapidement possible, de limiter les impayés et de pouvoir agir en amont d'un impayé avéré pour éviter ces passages en provision. Et donc, justement, plusieurs indicateurs permettent d'analyser cette santé financière des entreprises. Diane, quels sont ces indicateurs qu'il faut vraiment prendre en considération? Bah, il y en a déjà au moins 6, hein, vraiment les principaux. C'est, le score de prédiction de défaillance, c'est déjà un très bel indicateur parce que si effectivement il baisse, c'est déjà un signe. La limite de crédit, également. Le comportement de paiement, s'il est déviant, s'il se met à augmenter, effectivement, c'est encore un signe. Tout ce qui va être privilège et contentieux. Après, on peut regarder aussi, hein, tout ce qui va être les événements de l'entreprise et les procédures. Et puis, on peut même regarder également les liens capitalistiques, c'est important. Enfin, alors, en termes d'indicateurs, c'est vrai qu'on va retenir quand même les trois principaux, hein, c'est le score de défaillance, la limite et le comportement de paiement. Mais toutes les informations que je viens de livrer sont toutes des informations qui, au fond, il faut vraiment les analyser, les regarder de près, quoi. Alors, la reco à faire, hein, c'est de faire régulièrement une analyse des profils des clients avec lesquels on travaille. Comme ça, on s'assure de la bonne solvabilité du client avec lequel on va s'engager ou du prospect. Et j'ajouterais peut-être aussi que, certains de ces indicateurs, notamment les scores de prédiction de défaillance, sont bien souvent remontés dans les CRM et d'autres outils, de pilotage qui permettent aux équipes transverses d'avoir accès à ces notions, à ces, KPI et de pouvoir, ajuster, leurs actions à leur niveau par rapport à ces éléments. Et comment les commerciaux peuvent facilement avoir accès à cette donnée? En général, c'est des données qui sont, réintégrées, encore une fois dans leur CRM ou dans leurs outils métiers. On a beaucoup parlé des commerciaux, mais les commerciaux sont également, en relation avec, les équipes qui s'occupent de tout ce qui est, cash collection, les équipes de recouvrement qui vont être en charge de relancer les clients, par rapport à certains scénarios, et la régularité de leur règlement et donc c'est des indicateurs qui sont, systématiquement, intégrés, dans ces outils métiers et qui permettent d'avoir une vision, à jour et d'adapter justement, les différentes actions, auprès des clients et ne pas, typiquement, relancer un client, qui a un très bon score et qui, de façon récurrente, paye avec un certain, délai. Toutes ces informations sont partagées dans des outils métiers et sont remontées dans des outils métiers. Oui, effectivement. Ils remontent dans les outils métiers puisque les données peuvent être intégrées. Donc, en ce sens, alors, juste pour synthétiser sur la façon de disposer de ces informations, c'est vrai que tout le monde connaît l'usage des sites web, sont les premiers usages en général d'avoir accès à des solutions en mode SaaS. Il y a également, comme vient de le dire Catherine, le fait d'intégrer des données dans des outils, des applicatifs métiers dédiés.
Donc ça, c'est très important. Autre, possibilité aussi pour les clients, c'est d'avoir recours à des échanges de fichiers. Ça aussi, ça se fait beaucoup. Ça permet, derrière aux fichiers d'être à la fois traités par une direction et intégrés, par exemple, dans un applicatif métier. Et pour le faire, en fait, on utilise des technologies comme les API ou les connecteurs. Mais quoi qu'il en soit, en fait, l'entreprise doit s'équiper d'une solution, pour exploiter les données, pour les consulter et pour également, mettre en surveillance les tiers avec lesquels elle s'engage. Et tout à l'heure, vous parliez qu'il était important donc que les credit managers et les commerciaux collaborent ensemble. Comment sensibiliser les commerciaux à cette importance? La première chose, que j'ai envie de dire, c'est, vraiment, le commercial, c'est lui qui porte la relation commerciale, c'est lui qui porte le contrat, qui va engager, les 2 parties et donc il est de son «devoir» entre guillemets de s'assurer, de la pérennité, du tiers avec lequel, on contracte. Donc c'est pour ça que c'est très important, même si, comme on l'a dit en préambule, dans toute phase de qualification, il y a tout un travail de ciblage marketing intelligent à réaliser pour s'assurer que les prospects, que l'on me donne aujourd'hui à travailler, ce sont des prospects sains et pérennes. En revanche, eh bien, tout au long du cycle de vente, charge à moi de m'assurer que le prospect avec lequel, je suis en train de contractualiser, sa situation ne s'est pas dégradée ou qu'il offre toutes les, garanties nécessaires et si tel n'est pas le cas, à ce moment-là et donc ça, c'est bien le credit manager qui, à travers, tout son savoir, toute sa compétence et sa capacité à analyser des informations issues, de bases de données, de tiers, des informations de scoring, de défaillance et cetera. C'est toute son analyse qui va lui permettre de, donner un avis et de rassurer le commercial sur, la qualité de ce tiers. Donc c'est très important, que le commercial en a de toute façon aujourd'hui vraiment de plus en plus conscience parce que les entreprises, les contextes, les environnements peuvent se dégrader très vite ou en tout cas évoluent très vite et on ne peut pas aujourd'hui, naviguer à vue. On ne peut pas aujourd'hui faire du business sans connaître l'entreprise, à laquelle, on s'adresse. On ne peut pas se baser sur des éléments très subjectifs. Bon, j'ai un bon contact, l'entreprise me semble saine, ils ont changé de flotte de véhicules, ça a l'air de bien aller. Non, on fait pas du business comme ça. Aujourd'hui, on a besoin, d'éléments objectifs pour, définir, la qualité de mon tiers et donc c'est sur ces éléments, que va agréger, que va recueillir, le credit manager que le commercial va pouvoir, contractualiser et encore une fois, on peut, tout à fait intégrer dans la négociation commerciale ce paramètre et adapter, des conditions, des tarifs selon le profil du prospect futur client. Diane, tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, merci. Alors effectivement, les sensibiliser. Alors je pense que de toute façon, comme l'a dit Catherine, c'est vrai que les entreprises, elles ont aujourd'hui, ça devient, très important de sensibiliser et je pense que d'ailleurs la phase de sensibilisation va s'opérer dès la phase de recrutement maintenant, en fait. Et je pense que dès la phase de recrutement, aujourd'hui, les entreprises vont essayer d'aller mesurer, capter si effectivement la personne qui postule à un poste de commercial est déjà elle-même tournée vers cette culture cash. Puisque la culture cash, on en parle depuis déjà quand même beaucoup de temps, donc c'est quand même rentré un petit peu, tout le monde est très à l'aise avec ce sujet. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après aussi un autre mode de sensibilisation, alors qui est peut-être un peu plus dur, mais ça va se retrouver aussi, dans la gestion managériale, en fait, des commerciaux. C'est vrai que, si au bout du compte, une affaire n'est pas recouvrée, quid de la commission qui a pu être a attribuée à cette affaire? Donc sensibiliser, ça peut aussi passer par là, c'est-à-dire, à un moment donné, eh bien, redéduire, l'avoir qui a pu être, fait d'une affaire ou qui aurait pas été recouvrée. C'est aussi un moyen de sensibiliser. Alors OK, c'est peut-être pas le plus doux, mais c'est un moyen. En tout cas, peu importe les moyens que les entreprises vont mettre en place, le tout, c'est que ça touche de toute façon à la culture cash. Mais moi, je pense que ça va bien au-delà parce que c'est aussi la culture d'une entreprise aujourd'hui. La culture d'entreprise est très importante. Les entreprises doivent retravailler sur des valeurs, doivent travailler sur l'engagement des collaborateurs, l'implication des collaborateurs. Et au fond, c'est un peu comme dans un contrat de mariage, en fait. Il faut que les 2 parties, soient bien alignées pour que, tout puisse fonctionner, en fait. Et si ça fonctionne,
effectivement, c'est forcément au service de la performance, de la productivité, alors de la performance individuelle, mais au-delà de ça, de la performance globale de l'entreprise. Donc s'il y a performance individuelle, le collaborateur s'épanouit dans sa mission, s'épanouit dans cette entreprise et donc c'est vraiment un cercle vertueux. Exactement, merci Catherine, j'ai cherché mon mot. Merci. Mais je te rejoins vraiment, Diane, sur le fait que de toute façon, le commercial, le nerf de la guerre, c'est aussi d'avoir des clients satisfaits, certes, mais de toucher son commissionnement. Et dès lors qu'on enregistre un impayé, il va y avoir des commissionnements. Donc, le commercial est vraiment impacté par des décalages de paiement et des non-règlements. Donc, il est vraiment le premier à en être sensibilisé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on peut dire que ça fait partie des process en fait. Aujourd'hui, le commercial, bien sûr, il souhaite être alimenté de leads sains, mais de toute façon, ça fait partie en général des process de l'entreprise que lorsqu'on passe à la phase de contractualisation, on va refaire un check sur le prospect pour qu'on soit bien en phase sur les conditions qu'on va appliquer et sur quoi on va s'engager. Donc ça, c'est devenu quand même dans les rituels aujourd'hui des entreprises, c'est devenu un leitmotiv. Et puis j'ai envie de dire que le commercial, il n'a pas très envie non plus d'être pointé chaque fin de mois par son manager. Et là-dessus, je te rejoins sur la partie pilotage et management. Il n'a pas envie d'être pointé et qu'on lui dise tu as encore 3 clients qui sont dans le rouge et pour lesquels il va falloir que tu fasses des appels de relance ou que tu négocies avec le credit manager des nouvelles conditions. Donc le commercial, son intérêt aussi, c'est de ne pas perdre son énergie à des tâches qu'il n'aime pas vraiment. En fait, lui, il aime vendre, il aime parler de ses solutions, il aime faire parler son client pour connaître ses problématiques et voir dans quelle mesure on va pouvoir l'accompagner et lui faciliter finalement sa tâche et lui permettre de régler ses pains, mais il n'est pas tellement à l'aise sur le fait de devoir parler de non-règlement, de problématiques de factures impayées, de diligenter des relances. Tout ça, c'est pas sa tasse de thé. Donc, il est particulièrement vigilant sur la qualité de ses clients. Un sujet passionnant, donc merci Diane et Catherine pour votre intervention. Nous, on se retrouve très prochainement pour notre 3e épisode qui portera sur la définition de la politique crédit et la négociation des accords financiers, 2 éléments clés de la contractualisation. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.escar.fr ou le site de l'AFDCC www.afdcc.fr. À très bientôt, au revoir. Au revoir Caroline, au revoir Diane et merci pour cet échange Diane. Merci Esker encore pour cette invitation. Merci Caroline, merci Catherine. À bientôt.